Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous présenter Paroles de politique pour cette édition de décembre. Je suis Dimitri et avec moi autour de la table nous avons deux premières années, Jules et Naël, ainsi que Marie, Théo et Justine. Avant de commencer, une petite information, à partir de janvier nous passerons en bimensuel, donc vous pourrez nous retrouver le deuxième et le quatrième mercredi du mois à 17h si un jour on passe en direct, parce qu'entre les problèmes d'emploi du temps et l'arrivée de Noël, on n'a toujours pas été en direct. Donc nous sommes le 18 décembre et sans plus tarder, le Flash Info national présenté par Jules. C'est l'information politique majeure de cette semaine. François Bayrou a été nommé Premier ministre, un choix qui marque un tournant pour l'exécutif. Le président Emmanuel Macron a donc misé sur les leaders du MoDem, connu pour son positionnement centriste dans un contexte de forte tension politique. Bayrou, ancien ministre et 3 fois candidat à la présidentielle, fait son retour au premier plan avec une mission claire, apaiser les débats et construire des compromis. Sa nomination suscite déjà des interrogations. Quelle marge de manœuvre aura-t-il et avec quel gouvernement ? Cette arrivée à Matignon n'a pas tardé à faire réagir l'Assemblée nationale. Tout à fait. À gauche, la France insoumise a rapidement annoncé son intention de déposer une motion de censure contre le nouveau gouvernement. Mathilde Panot, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a dénoncé un choix clair pour le pays. La continuité avec Bayrou ou une rupture nécessaire. Elle appelle les députés à voter la censure pour rejeter la politique actuelle. Le Parti socialiste, de son côté, a exprimé sa volonté de rester dans l'opposition et a demandé à François Bayrou de renoncer à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet l'adoption de textes sans vote parlementaire. Le PS a critiqué le président Macron pour avoir, selon lui, aggravé la crise politique française en nommant une fidèle alliée à Matignon, un fidèle allié. Du côté de la droite, les Républicains, par la voix d'Éric Ciotti, président du groupe Union de la droite pour la République à l'Assemblée, ont adopté une posture d'opposition constructive. Ciotti a souhaité bonne chance à Bayrou et l'a appelé à mettre fin à ce qu'il qualifie de folie fiscale de macronisme, en demandant un gouvernement de consensus, de respect et d'écoute. Le Rassemblement national, quant à lui, a choisi de ne pas déposer immédiatement de motion de censure. Marine Le Pen a appelé François Bayrou à écouter les oppositions pour proposer un budget raisonnable. Elle avertit qu'une prolongation du macronisme, rejetée selon elle par les électeurs, mènera à une impasse. Dans ce contexte, les premières semaines de François Bayrou s'annoncent décisives entre recherche d'équilibre et gestion de détention. Et enfin, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la dernière grève de la SNCF et surtout de ses raisons ? Du côté de la SNCF, la tension est aussi palpable. Le démantèlement de Fret SNCF continue de faire grincer des dents. Les syndicats dénoncent une balkanisation, soit la fragmentation du service public, et appellent à la grève dès le 11 décembre. En cause, la pression de Bruxelles qui exige une restructuration après des aides d'État jugées illégales. Conséquence pour les usagers, des perturbations potentielles à l'approche des fêtes. On suivra aussi de près les négociations salariales, car malgré les avancées récentes, le dialogue social reste tendu. Merci Jules pour ces informations. Je rappelle juste qu'une loi spéciale a été votée à l'unanimité pour le budget afin d'assurer le fonctionnement de l'État uniquement, c'est-à-dire sous la levée d'impôts et l'emprunt. Maintenant, passons à Marie qui va nous parler du remplaçant de Michel Barnier, François Bayrou, et nous en faire une petite présentation. Ça y est, le remplaçant de Michel Barnier est connu et ce n'est autre que François Bayrou. Seulement, petite question, qu'a-t-il bien pu faire avant d'obtenir le poste tant convoité de Premier ministre ? François Bayrou est un vieux de la vieille, comme Barnier. Notre 4e Premier ministre de l'année a débuté en politique dans les années 80. À l'époque, il n'a pas 30 ans, mais déjà une agrégation de professeurs de lettres quand il s'engage auprès de plusieurs partis de centre droit. Le natif des Pyrénées-Atlantiques fait ses armes à l'UDF, l'Union des droites françaises. En 1989, pour Bayrou, les premiers grands coups de projecteur arrivent. Il est élu député européen, puis secrétaire général de l'UDF en 1991. Mais sa véritable première consécration arrive un peu plus tard, en 1993. Bayrou se voit être nommé ministre de l'Éducation nationale par le Premier ministre d'alors, Édouard Balladur. À cette fonction, l'homme de lettres a suscité de la controverse. Pour celle dont la dépouille repose au Panthéon, Simone Veil, il est pire que tout. Peux-tu nous parler un petit peu de cette controverse ?
Eh bien, en 1993, il propose de réformer la loi Fayou, une loi de 1858, révisée plein de fois, qui porte sur l'école et en grande partie sur ses financements. Alors quand Bayrou propose de la réformer, il y a débat. En fait, ce que propose Bayrou dans l'article 2 de sa réforme, c'est de déplafonner l'argent des collectivités locales pour les écoles privées et permettre aux collectivités de pouvoir financer à n'importe quelle hauteur des établissements scolaires privés non laïques, ça passe pas. Le projet est mal vu par la gauche et le président. L'article 2 est vidé de cette mesure. Le projet est avorté. Autrement, Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, cela a donné quelques mesures phares. Pour n'en retenir qu'une, la réforme des études supérieures qui a donné vie aux filières S, ES, L, effectives jusqu'en 2019. Bon, et après avoir brigué le ministère de l'Éducation nationale, Bayrou ambitionne plus haut. La décennie 2000 le voit espérer devenir président. En 10 ans, il se présente 3 fois aux élections présidentielles. La première fois en 2002 sous la bannière UDR, la deuxième fois en 2007 toujours pour l'UDR, puis une troisième fois en 2012 sous le nom du parti du MoDem, parti qu'il crée et préside encore à ce jour. L'homme échoue 3 fois à atteindre le second tour, il n'obtient comme meilleure place qu'une position de 3e en 2007. Et pourquoi est-ce que le président du MoDem se décide de supporter Macron ? Eh bien, en 2017, il choisit plutôt de supporter la liste d'Emmanuel Macron parce qu'il espère en échange obtenir des places au Parlement pour des politiciens du MoDem. Bon, et Macron est élu, mais Bayrou n'obtient pas ce qu'il espérait. Il devient un éphémère ministre de la Justice et quitte dans la foulée le gouvernement porté par Édouard Philippe. Il s'éloigne alors de Paris et mis en examen dans une affaire de détournement de fonds européens, se fait réélire président du MoDem et maire de la ville de Pau. En 2022, peu avant le début des élections présidentielles, il apporte son parrainage à la candidate RN Marine Le Pen afin de sauver la démocratie. Aux élections européennes de l'été 2024, Bayrou émet sa tristesse de voir une coalition de gauche, le NFP, émerger. Mais la grande nouveauté, c'est celle-ci, on la connaît. Depuis le 13 décembre 2024, François Bayrou est le nouveau Premier ministre nommé par Emmanuel Macron. Et cette nomination fait couler de l'encre. D'abord parce que les deux hommes connaissent une relation compliquée. Bayrou serait allé jusqu'à imposer sa candidature au poste de Premier ministre. Ensuite parce que le choix ne paraît pas évident et les réactions des différents partis s'en font ressentir. À gauche, LFI appelle à une censure, les écologistes, eux, espèrent voir une politique économique différente, et le PS d'Olivier Faure dit oui à condition qu'il n'y ait pas de 49-3. Du côté de la droite, c'est plus simple, cette nomination est à prendre avec du recul, tout dépendra du projet Bayrou selon le chef de file LR, Laurent Wauquiez, tout dépendra des choix de Bayrou pour Marine Le Pen, qui n'exclut pas la motion de censure. Et finalement, le plus convaincu, c'est Bayrou, qui résume les choses en 2 phrases. « Je serai un Premier ministre de plein exercice et de complémentarité. Ceux qui veulent écrire le récit d'un affrontement entre l'Élysée et Matignon seront démentis. » Merci beaucoup Marie pour cette présentation. Maintenant, comme d'habitude, nous allons parler d'Europe. Donc, pour cette fois, uniquement 2 actualités, parce que jusque-là, la tradition, c'était 3. Uniquement 2, parce que la troisième, c'est la chute du gouvernement allemand, et j'ai pas compris. Donc, je vais réserver ça pour le mois prochain, le temps que je comprenne ce qu'il se passe, parce que je sais pas comment il fonctionne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 2 pays, desquels on a déjà parlé, malheureusement. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par l'actualité majeure, avec un pays en particulier, la Roumanie. Donc, quelle a été cette actualité majeure ? Théo, tu n'as pas le droit de parler parce que ta rubrique est sur ça. Une histoire avec les élections, il me semble. Jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis ? Il me semble qu'il y a une crise politique dans le pays en ce moment, due à certaines choses. Est-ce qu'on peut être encore un peu plus précis ? C'est pas l'annulation du second tour des élections, due à... Pas du second tour. Du premier ? Du premier. Les résultats du premier tour ont été annulés par la Cour constitutionnelle roumaine le 6 décembre. Est-ce que vous connaissez les raisons officielles ? Ils dénoncent une manipulation ? Non. En fait, non, c'est pas la peine de répondre. Ils n'ont pas officiellement déclaré les raisons. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est surtout le président actuel qui a révélé des documents de ses services secrets. Et qu'est-ce que disaient ces services secrets ? Marie, peut-être ?
Je vois que tu as envie de parler. Alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais peut-être une question d'espionnage. Pas loin, mais non. Il me semble que c'est d'autres pays qui avaient une influence sur le gouvernement du coup roumain. Ça s'appelle une ingérence Une étrangère. ingérence de la part de la Pologne. Non. La Russie. Non, pas c'est du pas tout. ce pays, non. Pas du tout de la Pologne. C'est pas le bon Je pays. sais pas pourquoi tu as sorti ce pays d'ailleurs. Non, c'est. Je l'ai tenté. Ah, il a tenté. Non, c'est La C'est le- Russie. la Ouais, Russie, le évidemment. Kremlin. Évidemment, en tout cas, c'est ce que le président annonce, même si la Russie et Kalin Georgescu, le candidat qui est arrivé en tête aux élections, enfin, au premier tour des élections, aussi le démentent. Et donc, ces rapports des services secrets disaient que Kalin Georgescu avait eu le droit à une forte aide de la part de la plateforme TikTok, notamment à cause d'ingérences et de faux comptes, énormément de faux comptes qui l'ont aidé. Et donc légalement, c'est une raison valable pour Alors, annuler les élections. je pense... Alors, de ce que j'ai lu, ça s'est fait un peu. En fait, c'est assez compliqué de Mm. donner une réponse claire. Les deux candidats pour le deuxième tour disent que c'est antidémocratique. Beaucoup de gens Ok. disent que c'est antidémocratique. Après, les arguments mis en avant par le président actuel, c'est que on veut que ça soit le plus neutre, dans le sens sans ingérence étrangère. Oui, bien sûr, c'est sûr que. Donc les deux arguments s'entendent. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus ? Théo, on va parler de Bah, c'est juste après, quoi. la rhétorique de Kalin Georgescu juste après. Donc voilà. Donc c'est En Roumanie, il y a la première cathédrale orthodoxe du monde, la plus grande. Je voulais le dire parce que je trouve que c'est important. c'est même pas à Moscou. Et non, c'est en Roumanie. On en apprend tous les jours. Tu m'apprends quelque chose effectivement. Moi j'étais prêt à parier que c'était soit en Grèce soit à Moscou. Donc si je pense qu'on a fait le tour de cette information parce que c'était surtout ça l'annulation du premier tour de l'élection roumaine qui était important. Donc là on va comme j'aime le dire, on va invoquer des démons en prononçant des noms géorgiens. Bon courage. Je les ai notés si jamais vous en avez besoin. Donc nous allons parler de la Géorgie. Pour rappel, il y a 1 ou 2 mois, je sais plus quand est-ce qu'on l'a fait, c'était à la première je crois qu'on a parlé de la Géorgie, où en gros le parti au pouvoir, enfin le parti Rêve géorgien, qui est pro-russe, a remporté les élections législatives. Cela a créé quoi ? Il me semble que ça a créé quand même des manifestations en Géorgie, surtout de la part de personnes qui au contraire étaient pro-européens et qui voulaient être en Europe, être considérés comme européens. Exactement. Donc, d'après les chiffres que j'ai pu trouver, en tout cas, c'est l'ancien ministre chargé de l'intégration à l'Union européenne géorgien qui a sorti un chiffre comme quoi 80% des Géorgiens seraient pour l'adhésion. Ce qui est une part assez conséquente de la population, à tel point que l'objectif d'entrer dans l'Union européenne est inscrit dans leur constitution. Mais, attention, rebondissement, Rêve géorgien. En tout cas, quand j'ai regardé les trucs, c'était assez flou. Certains membres du parti disent qu'ils vont arrêter le processus pour 2028 ou 2030. L'une des deux dates, j'ai un trou de mémoire. Il me semble que c'est 2028. Ouais, 2028, je crois. Il y a toutes les infos là sur son téléphone. Rien à voir, tout est dans la Ah, tête. ouais. Parce que j'ai lu au préalable, en fait, Il a je connais ses tout. notes, Je connais Ah tout. oui, il a fait des notes. Ouais. Ah bah, Ouais, au moins les premières années, tu vois, ils font leur travail, tu vois. Ouais, bah moi aussi alors. Hein. Ouais. Est-ce que vous savez si ces manifestations sont pacifiques ? Alors, j'ai vu une vidéo sur Instagram Oui, tout le monde a d'une vu cette personne vidéo. qui. Avec Qui un utilisait, minigun de Un lance-roquettes. minigun Enfin, pas de avec lance-roquettes, des feux de d'artifice. feux d'artifice, oui. C'était... C'est assez explicite quoi. Voilà. Moi, j'ai Donc- vu des manifestations plutôt musicales par rapport à la Géorgie, avec de la musique techno. Oula, Bah, de la musique techno. Tout à fait, oui. Et donc, c'est pas pacifique. Si. bah, ça veut pas dire que C'est l'extrait musical. qu'on a vu reflète l'ensemble des manifestations qui C'est ça.
peuvent se Non. passer là-bas. En vérité, ces manifestations ont pour but partie pacifique. Par contre, la répression, elle, ne l'est un peu moins. C'est souvent comme ça. Selon les organisations locales, on a 500 arrestations arbitraires avec passage à tabac juste derrière, notamment contre les journalistes ou contre les manifestants en général. Et aussi, en plus de ces manifestations, ils ont décidé de nommer leur président. Est-ce que vous savez habituellement comment est-ce qu'on nomme un président en Géorgie ? Vous avez une chance sur deux. Soit c'est indirect, soit c'est direct. T'as aucune idée, ça. Je pense que c'est direct, moi. Habituellement, c'est en direct. C'est vote populaire pour nommer le président. Mais cette fois, non. Le parti au pouvoir, donc Rêve géorgien, a décidé que ce serait au travers du Parlement et un mode de scrutin indirect. Donc évidemment, ça a mis en colère pas mal de gens, notamment la présidente actuelle. Alors attention, je vais écorcher le nom, elle s'appelle Salomé Zaroubichvili. Oh ça va, celui-là ça va encore. Qui est elle pro-européenne. Et pour la petite histoire, la présidence, c'est la seule institution du pays qui n'est pas sous le contrôle de Rêve géorgien. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Salomé, insérer un nom géorgien que je ne vais pas essayer de reprononcer? Elle a peut-être dit « Je suis pas contente, nous on est pour l'Europe ». Quelque chose comme ça. Et elle a dit au Parlement européen. Alors, c'est extrêmement vague et bateau. Et donc, techniquement oui, mais non, elle a assuré de ne pas quitter son poste tant que des nouvelles élections législatives n'étaient pas faites. Parce que pour rappel, le mois dernier, on avait dit qu'il y avait eu des traces d'ingérence, notamment russe, dans le scrutin. Et donc, la présidente a dit non, je refuse et je veux qu'il y ait des nouvelles élections. En vérité, elle n'a pas le pouvoir politique de faire ça. C'est pas son institution qui le décide. Donc, voilà. Et finalement, aussi, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de Rêve géorgien? Waouh, à la question. Non, je vois Justine qui est là avec ses yeux de merlan frit. J'ai pas révisé, je suis désolée. Ah ouais, ouais. Bon, Rêve géorgien, j'ai été surpris de l'apprendre, mais au départ, c'était le parti pro-Europe. Ah bon? Mais ils ont été financés par quelqu'un. Alors, attention, je vais Est-ce qu'il encore... s'appellerait pas Poutine par hasard? Non, c'est vraiment une idée fixe chez toi. C'est un oligarque nommé Bidzina Ivanichvili. Donc c'est lui qui finance tout le parti et c'est lui qui tire un petit peu toutes les ficelles. Il est proche, effectivement, du gouvernement russe, Comme par hasard. comme par hasard. Souvent, c'est comme ça en Europe de l'Est. Mais oui, c'est pas étonnant au vu de l'historique et Oui. surtout Mais les en partis Géorgie. souvent classés à C'est l'extrême droite. c'est Vladimir Poutine qui avait théorisé l'ancienne sphère d'influence de l'Union soviétique comme l'étranger proche. C'est-à-dire c'est nous, mais pas trop. Et du coup, il veut l'étranger proche pour lui. Et donc, c'est lui qui tire un petit peu les ficelles. Et est-ce que vous savez qui était Ils ont nommé un premier ministre, du coup. Et qui était le premier ministre pour ce Bidzina Ivanichvili? Non, c'est pas noté. Dommage. Non? Le Premier ministre, il était en Géorgie. Ou est-ce que justement c'est ça la nuance? Non, il était Ok. bien en Géorgie. Eh bien, le premier ministre, dont je n'ai pas noté le nom, eh bien, c'était l'ancien maître de maison de l'oligarque, c'est-à-dire celui qui s'occupait de ses affaires personnelles et familiales. Un petit peu je pense que ce serait un valet ou quelque chose du genre. Majordome, peut-être. Ouais, voilà. C'est Mais quand même un peu plus surprenant. que majordome, Oui. tu vois. Voilà. Et finalement, parce qu'on l'a pas dit, le nouveau président géorgien, c'est Mikhail Kavelachvili. Voilà, c'est un ancien joueur de foot qui a été, Ouais, je crois que j'ai vu Oui. l'info passer il y a pas si longtemps. qui a mais- été refusé par la Fédération nationale de foot parce que Mikhail n'avait pas de diplôme. Et donc, ils ont choisi lui comme président. Et pour le présenter très vite, il est d'extrême droite, pro-russe, anti-LGBT. Voilà. C'était tout pour la Géorgie. Après, évidemment, l'Union européenne,
Elle n'a pas encore réagi très clairement, parce qu'ils ont discuté le 16 de la marche à suivre, mais bon, avec la Hongrie, ça va être compliqué, parce qu'ils sont un peu plus proches de la Russie que les autres. Et finalement, Macron a aussi appelé directement, à votre avis, le Premier ministre, le nouveau président ou l'oligarque. Poutine encore. Non, pas Poutine. Effectivement, il a appelé l'oligarque. Marie, qui n'a pas parlé dans le micro, du coup je pense pas qu'on t'ait entendu. Mais moi oui, je t'ai entendu. Il a appelé directement l'oligarque. Et donc politiquement, en fait, ça indique qu'il ne donne pas la reconnaissance au gouvernement actuel. Ah ouais. Comme ça, c'est pour être sûr. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire pour la Géorgie. Est-ce que vous avez des petites infos peut-être que je n'ai pas trouvées ? Alors, ce n'est pas une information, mais plutôt une recommandation. Si vous voulez en savoir plus sur la Géorgie, il y a un très beau livre qui s'appelle La 8e vie, qui a été écrit par une autrice géorgienne qui s'appelle, attendez le nom, Nino Ratishvili. Et donc, elle raconte l'histoire de la Géorgie de 1917 jusqu'à 1991. C'est hyper intéressant. L'histoire est très très dense, ça fait à peu près 900 pages. Mais c'est très très intéressant. On en apprend beaucoup sur un pays dont on ignore tout, notamment qu'en 1921, ça a été une république, très peu de temps. Voilà, c'est le genre d'information ensuite qui reste en tête et qui nous permet de se sentir plus proche de personnes qui sont assez éloignées géographiquement de nous. Voilà. Après, historiquement, les pays comme la Géorgie, c'est-à-dire qu'ils ont été rapidement annexés par l'Union soviétique, pendant la guerre civile russe, ont été indépendants. Pour la plupart en tout cas. L'Ukraine a eu sa première indépendance pendant la guerre civile russe en 1918 ou 19 si je ne dis pas de bêtises. La Géorgie c'est pareil, jusqu'en 1921, jusqu'à ce qu'ils se fassent gober. L'Azerbaïdjan ça a été pareil, bref, à peu près tous. Voilà. Et donc maintenant, nous allons parler, parce qu'on l'a teasé pendant toute cette rubrique, Théo, avec la rhétorique, va nous décortiquer le discours de Monsieur Călin Georgescu. Notre maison brûle. Mais qui allait celle-là? De la poudre de perlimpinpin. Il est candidat pour l'élection présidentielle en Roumanie. C'est de Călin Georgescu qu'il est question aujourd'hui. Le candidat pro-Russie a fait toute sa campagne sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok. Ce qui est intéressant en les regardant, c'est la communication politique utilisée. Par exemple, sur les 32 dernières vidéos publiées sur TikTok, entre le 11 novembre et le 15 décembre, il y a des extraits de lui qui parlent durant une interview avec une musique angoissante ou des faces caméra. C'est surtout le cas dans l'une d'elles, publiée presque une semaine après la décision de la Cour constitutionnelle où il dit ceci. Nous sommes bientôt Noël et aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. À ce jour, l'État roumain a pris la démocratie et l'a piétinée. La décision de la Cour constitutionnelle représente plus d'une controverse juridique, c'est un coup d'État. Contrairement à ce qu'il dit, la Cour constitutionnelle annule les résultats du premier tour de la présidentielle en raison d'une campagne menée par la Russie pour promouvoir l'outsider d'extrême droite. Cela reviendrait à rendre la haute juridiction comme une caricature. En réalité, ces propos entrent dans ce qu'on appelle l'homme de paille. Il désigne à présenter l'adversaire, dans ce cas, l'organisation juridique, d'une manière tellement caricaturale qu'elle se repousse d'elle-même. Cette pratique est souvent utilisée dans le cadre des procès visant une personnalité politique. L'individu ne peut pas se défendre devant les juges, alors l'idée de se placer en victime est une des tactiques pour avoir ainsi la compassion de ses sympathisants. Et quel autre point est à analyser dans ces discours ? Ce sont les pivots émotionnels. C'est une technique d'influence du comportement par les affects, en associant une émotion inconfortable à un appel à l'émotion qui permet de résoudre la tension. Il en existe principalement 3. Peur, solution, espoir, réalisation et indignation, mobilisation. La contestation du choix de l'organisation juridique se fait sur la plateforme chinoise, où il joue sur l'affect de ses partisans en faisant une vidéo avec une musique oppressante. Il faut tout de même faire attention à ce type de discours manipulatoire, jouant sur les sentiments des citoyens et des citoyennes. Le regard critique de ces discours est un des principes de la rhétorique. Pour cela, apprendre à décrypter les discours, du moins à connaître les règles, est primordial dans une démocratie. Merci Théo. Je suis un peu étonné que tu n'aies pas mis d'extrait de discours pour cette fois. Parce qu'on comprend tous le roumain. Oui, le roumain, c'est compliqué de comprendre.
Eh bien, maintenant, nous allons changer de continent, direction le Proche-Orient pour la nouvelle géopolitique du mois avec Justine. Eh bien, tout à fait, Dimitri. Aujourd'hui, direction la Syrie, ce petit bout de Moyen-Orient ayant connu plus de rebondissements qu'une saison de Game of Thrones. Alors accrochez-vous, ça va aller vite, mais promis, pas de spoiler. Donc la Syrie, c'est l'un des berceaux de notre civilisation et de nombreuses puissances y ont instauré leur domination au fil des âges. Le pays devient indépendant en 1946, mais en 1970, Hafez al-Assad prend le pouvoir et là, la famille Assad installe son monopole. Alors c'est un peu comme une grande dynastie familiale, mais sans les brunchs du dimanche. Tout s'effondre avec les printemps arabes en 2011, donc la Syrie n'échappe pas au mouvement. Manifestations pacifiques contre le régime, répression brutale, puis très vite, le pays bascule dans une guerre civile. À partir de là, la Syrie devient un immense échiquier où jouent des puissances internationales et régionales. Et qui sont les principaux acteurs de cette guerre civile ? Eh bien, globalement, on retrouve Bachar al-Assad, donc le fils de Hafez, soutenu par la Russie et l'Iran, les rebelles, donc aidés selon les périodes par les États-Unis ou la Turquie, et Daesh, qui débarque comme une fleur en 2014 pour semer le chaos. Et voilà comment, en une décennie, on obtient l'une des pires guerres civiles du XXIe siècle. Environ 500 000 morts, des millions de déplacés, un pays dévasté avec une économie aujourd'hui, à l'arrêt. En 2024, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Officiellement, le régime a repris 70% du territoire, mais le pays reste coupé en morceaux. Donc au nord, la Turquie contrôle certaines zones. À l'est, ce sont les Kurdes qui tiennent le terrain avec l'aide des Arméniens. Et à Idlib, au nord-ouest, les rebelles continuent de résister. Avec l'aide des Américains. Des Américains, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Arméniens. Des Arméniens, j'étais encore dans les pays de l'Est. Pardon. Pas grave. Et c'est sans compter ce rebondissement de fin d'année, accrochez-vous bien, après une prise de pouvoir par une de ses coalitions le 27 novembre, Bachar al-Assad a fui le pays en avion sous moins de 2 semaines. Donc pendant ce temps-là, les rebelles islamistes ont investi Damas, la capitale. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce groupe rebelle leader dans ce renversement ? Je peux tout à fait vous en parler. Donc Merci. ce groupe armé nommé Hayat Tahrir al-Sham est une organisation islamiste formée en 2017 en Syrie. Issu de la fusion de plusieurs organisations rebelles djihadistes, il est devenu une force dominante dans le nord-ouest de la Syrie. Donc, HTC a tenté de lisser son image pour se positionner dans la conquête du pouvoir en Syrie, bien que son idéologie reste ancrée dans le djihadisme, mais axée uniquement sur la Syrie et pas à l'international. Donc en résumé, la Syrie, c'est l'histoire d'un pays où le passé glorieux côtoie un présent chaotique. Et pourtant, malgré tout, les Syriens continuent d'avancer. Ils reconstruisent, s'entraident et rêvent d'un avenir meilleur. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de la Syrie, n'oubliez pas, derrière les chiffres, ce sont des vies, des familles et des siècles d'histoire qui résistent encore. Merci beaucoup Justine. Maintenant, terminons avec le Flash Info National avec Naël. La justice de plus en plus proche de Bolsonaro. Ce samedi 14 décembre, son ex-ministre de la Défense Walter Braga Neto a été arrêté. Selon l'AFP, il est soupçonné d'être un obstacle à l'enquête d'un projet présumé de coup d'État. En effet, en 2022, 37 personnes auraient réfléchi à l'opération Poignard vert et jaune qui avait pour but d'empêcher l'investiture de Lula, prévoyant même son assassinat. Selon les enquêteurs, Jair Bolsonaro avait pleinement conscience des actes clandestins visant à abolir l'état de droit et y avait même participé activement. Le procureur de la République brésilien, Paulo Gonet, doit maintenant décider s'il donne suite aux demandes d'inculpation de la police brésilienne. Et c'est une fermeture d'ambassade bien étrange. Israël s'éloigne de l'Irlande. Ce dimanche 15 décembre, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé que l'État hébreu allait fermer son ambassade à Dublin. Dans un communiqué, il dénonce une politique anti-israélienne extrême. Cette fermeture intervient après le soutien de l'Irlande pour le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, mais aussi des déclarations de Simon Harris. Le Premier ministre irlandais avait annoncé qu'il respecterait le mandat d'arrêt si Benjamin Netanyahou entrait sur son territoire. Simon Harris a qualifié cette décision de profondément regrettable tout en rejetant l'accusation d'antisémitisme. Et finalement, que se passe-t-il en Corée du Sud ? La Corée du Sud, plus instable que jamais, l'ex-président Yoon Suk-yeol avait tenté le 3 décembre d'imposer la loi martiale. En réaction, de nombreux soulèvements ont vu le jour, menant à sa destitution 2 semaines plus tard par le Parlement.
L'ex-président disait vouloir protéger son pays de la menace provenant de la Corée du Nord, dans un pays électoralement bloqué. Or, pour les députés et les habitants, c'était avant tout une manœuvre politique dangereuse. Plusieurs membres du gouvernement ont été incarcérés, dont l'ex-ministre de la Défense Kim Jong-un, qui aurait suggéré la loi martiale au président. Mardi, il a tenté de se suicider dans sa cellule après avoir déclaré que la responsabilité de la situation ne reposait que sur lui. Merci beaucoup Naël. C'est donc la fin de votre émission Parole de politique. Merci aux chroniqueurs, bravo à nos 2 premières années. Jules et Naël qui ont été excellents. Merci à la régie et à l'école du journalisme. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à la prochaine.